Les terrains rudes de l'Alaska, les vastes forêts de l'Arizona, et pendant leur défense contre les colons européens, les guerriers amérindiens ont fabriqué des armes incroyables qui mettaient en valeur leur ingéniosité et leurs compétences de survie. Ces armes pouvaient lancer des lances à des vitesses rivalisant avec celles des balles, capables d'abattre des oiseaux hauts dans le ciel ou de chasser des gibiers massifs. Ces outils représentaient le summum de l'artisanat indigène. Rejoignez-nous dans cet épisode alors que nous explorons tout, du club incroyable aux racines africaines au bâton de lancer avec lequel vous ne voudriez pas vous frotter, dans certaines des armes amérindiennes les plus furtives et efficaces que vous n'avez peut-être jamais entendues auparavant. Numéro 10. Le Knob Carry, un puissant symbole de pouvoir. Le Knob Carry, un club en bois originaire d'Afrique, était utilisé à diverses fins, y compris la chasse, la légitime défense et même comme symbole de leadership. Le terme Knob Carry vient du mot afrikaans knop, signifiant bouton ou boule qui fait référence à l'extrémité arrondie du club. De plus, il était connu sous le nom de Kuko ou Sandward Kiri, ce qui se traduit par canne. Fabriqué à partir d'un seul morceau de bois dur, la grande tête arrondie du knob permettait des frappes puissantes, tandis que son long manche offrait à l'utilisateur une maniabilité rapide. De nombreux knob carries étaient finement sculptés ou ornés de symboles culturels, ajoutant une couche de signification à leur conception. Lorsque des esclaves africains ont été amenés aux Amériques, ils ont emporté avec eux les traditions et techniques de cette arme. Au Brésil, le knob carry a évolué en une arme appelée la cassette, utilisée par les Afro-Brésiliens esclaves pour se défendre et se battre pour leur liberté. Cette version était généralement faite de bois dur dense comme le jacaranda ou le palissandre et présentait une tête plus longue pour une meilleure puissance de frappe. Dans les Caraïbes, le knob carry est devenu connu sous le nom de moko, un nom dérivé de la langue fula de l'Afrique de l'Ouest. Les Africains esclaves utilisaient le moko lors de rébellions et d'insurrections, souvent pour se protéger contre les surveillants ou en défense contre des menaces. En Amérique du Nord, cet outil a été adopté par certaines tribus amérindiennes, par le biais d'échanges culturels avec les Afro-Américains. Ces tribus personnalisaient souvent leurs knob carries, ajoutant des motifs comme des têtes d'animaux, reflétant leur identité culturelle unique. Numéro 9. Le bâton de lancer, une arme polyvalente et ancienne. Le bâton de lancer, une simple tige en bois, peut être utilisé à la fois comme arme et outil de survie. Il présente généralement une pointe ou une tête de lance fixée à une extrémité et peut être soit droit, soit en forme de boomerang. Plus court qu'un javelot, cet outil est hautement adaptable, permettant aux utilisateurs habiles de chasser des petits gibiers ou même de s'engager dans des combats humains. Bien que d'autres armes comme les frondes et les arcs l'aient finalement remplacé dans de nombreuses régions, les peuples indigènes d'Australie ont continué à perfectionner le design pendant des siècles. Certains bâtons de lancer, en particulier ceux en forme de boomerang, sont conçus pour voler droit vers une cible sur de longues distances. Leur forme aérodynamique leur permet de parcourir plus de 100 mètres avec précision. Des tribus comme les Hopi et celles du sud de la Californie utilisaient partant des bâtons de lancer pour chasser de petits animaux comme les lapins, bien qu'elles les utilisaient également contre des proies plus grandes telles que les cerfs. Ces armes étaient non seulement pratiques pour la chasse, mais pouvaient également être utilisées dans des conflits humains. La variante non retournante du boomerang était particulièrement efficace au combat, frappant les adversaires avec une grande force. En tant qu'outil de survie, le bâton de lancer s'est avéré utile au-delà de la chasse. Il pouvait être utilisé pour creuser des fosses à feu ou même créer des abris souterrains. Fabriquer un bâton de lancer nécessite peu plus qu'une branche courbée et la connaissance de la façon de la façonner. Les versions anciennes étaient fabriquées en bois dur, comme le chêne, le mesquite ou le mahogany de montagne, ce qui garantissait durabilité et stabilité de vol. L'extrémité du bâton était souvent légèrement plus épaisse pour créer un effet d'aile, aidant le bâton à voyager droit et à atteindre la cible avec une précision impressionnante. Un lanceur habile pouvait frapper un lapin à jusqu'à 30 mètres de distance avec une précision mortelle. Numéro 8. La fronde hawaïenne, une arme simple mais efficace. La fronde hawaïenne fonctionne de manière similaire à un arc et des flèches, mais avec une différence clé. Elle utilise un tube en caoutchouc pour lancer une lance au lieu d'un arc. Historiquement, des frondes fabriquées à partir de matériaux tissés comme des fibres de noix de coco ou même des cheveux humains étaient utilisées pour lancer des pierres avec une grande précision et puissance. Lors des batailles,
Des frondeurs experts étaient souvent capables de vaincre des adversaires armés d'armes plus traditionnelles. La simplicité de la fronde hawaïenne la rend à la fois efficace et facile à utiliser, avec seulement deux composants principaux, le tube en caoutchouc et la lance. Pour utiliser la fronde hawaïenne, le tube en caoutchouc est fixé à un bloc de bois ayant un trou juste assez grand pour le fût de la lance. L'utilisateur place le fût dans le trou, tire le tube en arrière pour créer de la tension, puis le relâche, envoyant la lance voler à une vitesse incroyable. La force générée par le tube propulse la lance beaucoup plus loin que ce qu'une personne pourrait lancer à la main. Bien que la fronde hawaïenne ne soit pas aussi puissante qu'un fusil de harpon, elle trouve un équilibre entre les deux, fournissant suffisamment de puissance pour attraper efficacement des poissons et se défendre contre des menaces. La fronde hawaïenne se distingue des fusils de harpon, qui présentent généralement un mécanisme de déclenchement. Avec une fronde hawaïenne, l'utilisateur contrôle le relâchement en appliquant manuellement une force sur le fût. Cette arme partage des similitudes avec les fusils de harpon et les harpons, mais offre plus de mobilité et une prise en main plus confortable que la plupart des fusils de harpon. Historiquement, elle était utilisée non seulement pour la chasse, mais aussi en défense, mettant en valeur la polyvalence et l'efficacité de cette arme simple mais puissante. Numéro 7. Tecpadle, le couteau de l'obsidienne aztèque. Le tecpotl était un couteau éblouissant et mortel de la culture aztèque, fabriqué en obsidienne ou en silex. Il avait une forme de lancelette distincte, avec une lame à double tranchant et des extrémités pointues et allongées. Ces extrémités pouvaient être arrondies ou pointues, selon le design. Certaines versions du tecpotl comportaient en temps une lame fixée à un manche, rendant l'outil encore plus polyvalent. Le couteau était souvent peint dans des couleurs vives, la moitié supérieure symbolisant le sang et la moitié inférieure représentant la lame en silex. L'obsidienne, un verre volcanique, était un matériau courant utilisé pour ces couteaux et est considéré comme l'un des matériaux de coupe les plus tranchants au monde. L'obsidienne se forme à partir de lave refroidie rapidement et sa netteté et sa durabilité en faisaient un matériau idéal pour fabriquer des couteaux capables d'effectuer une gamme de tâches allant de la coupe de plantes à la boucherie des animaux. Le processus de création d'une lame en obsidienne était complexe. Tout d'abord, les artisans devaient localiser des morceaux d'obsidienne appropriés, généralement trouvés près de rochers volcaniques ou obtenus par le biais du commerce. Ensuite, des artisans qualifiés utilisaient des pierres plus dures ou des outils en bois de serre pour tailler le verre, le façonnant dans la forme désirée. Ces couteaux étaient autant des œuvres d'art que des outils pratiques, faisant d'eux un symbole de la culture et de l'artisanat aztèque. Les couteaux tecpatl étaient utilisés de diverses manières, y compris lors de rituels religieux. L'une des utilisations les plus importantes était lors des cérémonies de sacrifice humain. Les prêtres aztèques brandissaient ces couteaux pour effectuer le rituel de l'extraction des cœurs des victimes sacrificielles, les offrant aux dieux comme forme d'apaisement. Le rituel censé assurer prospérité et bénédiction pour le peuple est devenu une caractéristique emblématique de la culture aztèque. Beaucoup de couteaux tecpatl étaient ornés de sculptures et de motifs complexes dont certains symbolisaient la mort et le sacrifice. Certains comportaient même des motifs de crâne, faisant de ces armes non seulement fonctionnelles, mais aussi profondément symboliques. Numéro 6. Atlatl, le lanceur de lance. L'atlatl était une arme essentielle utilisée par diverses cultures indigènes pour augmenter la vitesse et la force d'une lance lancée. Cet appareil était un axe, généralement de la longueur d'un bras humain, avec une coupe ou un ergot à l'extrémité. L'atlatl permettait à l'utilisateur de stocker de l'énergie dans l'arme et de la libérer au moment du lancer, donnant à la lance une incroyable vélocité et puissance. Pour utiliser l'atlatl, le lanceur le saisit à l'extrémité la plus éloignée de la coupe ou de l'ergot, positionnant la lance dans la coupe. L'extrémité de la lance repose à l'intérieur de la coupe, tandis que l'autre main tient l'atlatl lui-même. Pour lancer la lance, l'utilisateur tend son bras en arrière avec la lance visée vers la cible, puis la relâche en utilisant un mouvement rapide de surplomb. Le levier fourni par l'atlatl permettait à la lance de voler plus vite et avec plus de force que ce qu'une personne pourrait atteindre avec sa main nue. Cette technique permettait aux utilisateurs habiles de lancer des projectiles à des vitesses dépassant 150 km/h. L'atlatl fonctionnait en amplifiant le mouvement du bras du lanceur, en faisant une arme hautement efficace pour la chasse et le combat. La conception de l'atlatl est simple mais incroyablement efficace. Dans certaines cultures, comme chez les guerriers Tarayou,
L'atlatl était finement fabriqué en bois dur poli avec une forme semi-circulaire et une rainure profonde pour tenir la lance. Certaines versions comportaient une cheville ou un ergot, souvent liés avec du coton, qui aidait à maintenir la lance. Les fléchettes ou javelots utilisés avec l'atlatl étaient généralement de longues tiges en bois, parfois dotées de pointes en pierre, en os ou même empoisonnées. Ces projectiles pouvaient percer des armures, faisant de l'atlatl une arme redoutable sur le champ de bataille. En plus du design de base, l'atlatl avait souvent des caractéristiques décoratives. Par exemple, l'atlatl des guerriers Tarairou était orné de plumes vives de perroquets écarlates, en faisant non seulement une arme mortelle, mais aussi un symbole de leur culture. Leurs fléchettes, parfois jusqu'à 2 mètres de long, étaient capables de causer des dommages significatifs. Et entre les mains de guerriers habiles, l'atlatl devenait un outil redoutable pour la chasse et la guerre. L'atlatl n'était pas limité à une seule culture ou région, mais était utilisé dans le monde entier. En Amérique du Nord, par exemple, des tribus amérindiennes comme les Apaches et les Shoshones comptaient sur l'atlatl pour chasser de gros gibiers comme les bisons et les cerfs. L'appareil leur fournissait un avantage tactique, leur permettant de chasser à distance tout en maintenant leur mobilité et leur sécurité. Dans certaines parties de l'Europe, des cultures anciennes comme les Celtes et les premiers Norvégiens utilisaient également l'atlatl pour lancer des lances et des fléchettes, contribuant à son utilisation répandue dans les stratégies de combat et de chasse anciennes. Au fil du temps, le rôle de l'atlatl a évolué. Pendant certaines périodes, il est devenu une partie clé des tactiques militaires, souvent utilisées aux côtés d'armes plus traditionnelles, comme des épées et des boucliers. Face à l'avancée de la technologie, y compris l'introduction de l'arc et des flèches, l'atlatl est finalement tombé en désuétude. Cependant, son impact sur les premières armes est resté significatif, car il a aidé à préparer le terrain pour des armes à projectiles plus avancés comme les arbalètes et les fusils à longue portée. Aujourd'hui, l'atlatl est célébré dans les temps modernes, à travers des compétitions et une utilisation récréative, où les passionnés recréent des méthodes anciennes, de lancer des projectiles avec ces outils historiquement significatifs. L'atlatl est également précieux pour les archéologues, fournissant un aperçu de l'ingéniosité technologique des civilisations passées. Des artefacts, tels que des atlatls bien préservés, et leurs fléchettes ont été trouvés dans des fouilles à travers le monde, offrant un aperçu de la manière dont les sociétés anciennes ont développé et utilisé des outils pour la survie et la défense. Ces découvertes continuent de révéler l'interconnexion des cultures, de nombreux groupes développant indépendamment des outils similaires pour améliorer leur capacité à chasser, combattre et se défendre. Il est temps de parler d'un sujet fascinant. Dans une découverte étonnante qui a laissé les experts et les historiens stupéfaits, des chercheurs ont récemment découvert une arme auparavant inconnue utilisée par des tribus amérindiennes. L'arme ressemblant à une arme futuriste a été trouvée lors d'une excavation dans le sud-ouest des États-Unis, déconcertant les archéologues. L'image, capturée dans une photographie récemment publiée, montre une femme amérindienne tenant cet étrange dispositif, qui semble beaucoup plus avancé que tout ce que l'on sait avoir été utilisé par les peuples indigènes. L'arme, qui ressemble à un lance-roquette de haute technologie, présente des sculptures et des éléments de design complexes qui suggèrent qu'elle a été utilisée à des fins cérémonielles ainsi que pour la guerre. Ses origines sont floues, mais l'arme est considérée comme ayant été fabriquée à partir de matériaux à la fois du monde naturel et de sources inconnues. Certains chercheurs spéculent qu'il pourrait s'agir d'un outil transmis à travers les générations ou peut-être même d'une création inspirée par des rencontres extraterrestres, bien que de telles théories demeurent spéculatives. La découverte de cette arme extraordinaire remet en question les compréhensions traditionnelles de la technologie amérindienne et suggère que ces anciennes cultures pourraient en avoir eu accès à des outils beaucoup plus avancés que ce que l'on avait imaginé auparavant. Cette découverte a ravivé les débats sur les véritables capacités des peuples indigènes avant le contact européen. Quelles autres technologies cachées les Amérindiens auraient-ils pu utiliser dans leurs batailles ? Cette arme pourrait-elle être la preuve d'une civilisation avancée, oubliée ? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag sujet fascinant. Numéro 5. Makana, l'épée en bois et en obsidienne. La makana est une arme en forme d'épée en bois, suffisamment tranchante pour être mortelle au combat.
Typiquement d'environ 1 mètre de long, elle pouvait varier en taille, selon le statut du guerrier ou l'objectif spécifique pour lequel elle était utilisée. La machina était souvent fabriquée à partir de bois de choulal, un matériau solide courant dans la région, bien que certaines versions soient en fait d'autres types de bois selon la disponibilité. Le design comportait généralement un long manche large et plat avec des bords garnis de lames d'obsidienne, fixées en place avec de la résine. Le processus de fabrication d'une machina était non seulement pratique mais aussi stratégique. Étant donné que l'obsidienne pouvait être rare à certains moments, les fabricants de machina créaient souvent des segments plus courts de la lame pour maximiser l'utilisation de ce matériau précieux. L'obsidienne utilisée dans ces armes provenait des régions montagneuses, comme le Guatemala et le Mexique, et était très prisée pour sa netteté et sa durabilité. Les premiers rapports espagnols décrivent dans Juan des armes similaires utilisées par les guerriers mayas, notant leur efficacité au combat, où ces épées en bois et en obsidienne pouvaient couper leurs adversaires avec aisance. En plus des lames d'obsidienne, l'artisanat de la macana reflétait souvent l'identité du guerrier ou du groupe auquel elle appartenait. Les motifs sur le manche pouvaient incorporer des sculptures ou des symboles complexes représentant la tribu, la famille ou le rang du guerrier dans la société. Ces gravures symboliques servaient à la fois d'identifiant personnel et culturel, imprégnant l'arme d'une signification supplémentaire au-delà de son rôle fonctionnel au combat. L'un des types les plus emblématiques de macana était le paoa, un poignard à double tranchant fait de bois ou d'os. Connu pour sa capacité à infliger des blessures profondes et précises, le paoa était utilisé au corps à corps et était également un outil pour les sacrifices cérémoniels. De plus, le leomano, un redoutable gourdin, était donc garni de dents de requin et utilisé dans les combats en rituel. Les dents étaient fixées au bois avec des fibres de coco, créant un bord dentelé capable de déchirer chair et os. Souvent, le leomano était manié par des chefs, symbolisant leur pouvoir, et utilisé au combat pour exécuter des ennemis capturés. L'utilisation du leomano et d'armes similaires s'étendait au-delà des champs de bataille. Elle jouait également un rôle dans les cérémonies rituelles et les pratiques spirituelles. Dans certaines régions, les guerriers combattaient lors de duels cérémoniels avec ces armes, non seulement pour montrer leur habileté et leur force, mais aussi pour honorer les dieux ou satisfaire les exigences des rites sacrés. Certains anthropologues suggèrent que de telles armes avaient également un rôle dans le paysage politique, aidant à renforcer l'autorité des chefs tribaux et à établir la domination sur des groupes rivaux. La machina, ainsi que d'autres armes comme le liomano, étaient intégrales à la culture guerrière, servant non seulement d'outils de guerre, mais aussi de symboles de force et de statut. Leur artisanat, combinant bois et obsidienne, les rendait à la fois fonctionnelles et esthétiquement frappantes. Ces armes n'étaient pas seulement utilisées au combat, mais faisaient également partie des pratiques rituelles des guerriers, démontrant l'importance culturelle et spirituelle des armes dans leur société. Dans certains cas, ces armes étaient transmises de génération en génération, et leur préservation était considérée comme un reflet de l'héritage ancestral des guerriers. De plus, la valeur accordée à ces armes mettait en lumière la profonde connexion entre le monde physique et les croyances spirituelles qui gouvernaient pendant ces anciennes cultures. À mesure que l'influence de la colonisation européenne grandissait, beaucoup de ces armes indigènes, y compris la macana, furent finalement remplacées par des armes à feu plus avancées. Cependant, leur héritage perdure à la fois dans les études historiques et dans les traditions culturelles continues des communautés descendantes, préservant un sentiment de fierté et de respect pour l'esprit guerrier qui prospérait autrefois dans ces civilisations anciennes. Numéro 4. Bolas, l'arme de précision pour la chasse. Les bolas sont un outil incroyablement efficace pour capturer des proies rapides, en particulier des animaux connus pour leur agilité. Ces armes se composent de 2 ou plusieurs boules pondérées, reliées par des cordes, que l'utilisateur lance sur sa cible. Les bolas étaient traditionnellement utilisés par les peuples autochtones d'Amérique du Sud, comme les Tehuelche, qui les utilisaient pour chasser les guanacos et les rias, de grands animaux pouvant peser jusqu'à 200 livres. Les bolas étaient conçus pour enchevêtrer les pattes de la proie, la faisant tomber ou la rendant immobile. La clé pour utiliser les bolas efficacement est la technique de balancer l'arme pour prendre de l'élan avant de la relâcher. L'utilisateur ferait tourner les bolas par les cordes ou par l'une des boules pondérées et au moment du lâcher, les poids voleraient envers la cible, enchevêtrant ses pattes.
Lorsqu'elles sont lancées avec suffisamment de force, les bolas pouvaient alors même casser des os, en faisant une arme mortelle tant pour la chasse que pour la défense. Les Inuits utilisaient également des bolas, mais d'une manière différente. Ils les lançaient en tas sur des oiseaux en vol comme des canards, eider en plein ciel, les enchevêtrant avec les cordes. Les bolas existent dans divers designs. Le plus souvent, elles ont 2 ou 3 boules, mais certaines versions en comportent davantage. Le poids et la taille des boules peuvent varier, et dans certains cas, les boules sont fabriquées à partir de différents matériaux. Les gauchos d'Amérique du Sud, par exemple, utilisaient quand des bolas faites de cordes en cuir tressé et de petites boules en bois ou de sacs en cuir remplis de pierres. La capacité de personnaliser les bolas en fonction de la cible ou de l'environnement en faisait un outil polyvalent et fiable. L'efficacité des bolas, tant dans la chasse que dans la guerre, en faisait une arme clé dans de nombreuses cultures autochtones, et leur design étant resté largement inchangé pendant des siècles en raison de sa simplicité et de son efficacité. Numéro 3. Le gourdin en bois de fusil, une arme de pouvoir psychologique. Le gourdin en bois de fusil, une arme fabriquée à partir de bois dur, est emblématique parmi de nombreuses tribus des Premières Nations d'Amérique du Nord, en particulier celles du nord des États-Unis et du Canada. Bien qu'il soit devenu prominent au milieu du XIXe siècle, ses origines restent quelque peu mystérieuses. Une théorie populaire suggère que le design a été inspiré par les armes à feu européennes, en particulier les mousquets. Les premières rencontres entre les tribus indigènes et les soldats européens ont montré l'efficacité des mousquets au combat. Une fois le mousquet tiré, les soldats retournaient souvent l'arme à feu pour l'utiliser comme une arme contondante dans des combats rapprochés. On pense que les tribus amérindiennes, voyant le potentiel d'une telle arme, ont cherché à fabriquer des outils similaires. Certains historiens soutiennent que les tribus ont acquis des mousquets européens, les ont démontés pour en récupérer les pièces et les ont transformés en gourdins de guerre. Cependant, aucune preuve archéologique n'a été trouvée pour soutenir cette théorie, car les gourdins de guerre découverts ne montrent aucun signe d'armes à feu modifiées. D'autres experts suggèrent que la forme du gourdin en bois de fusil a simplement été inspirée par le mousquet européen, mais s'est développée indépendamment en Amérique. La forme du gourdin de guerre en bois de fusil, avec sa courbe distinctive ressemblant à la crosse d'un mousquet, pourrait avoir été intentionnellement conçue pour intimider. Une arme ressemblant aux redoutées armes à feu européennes aurait pu donner aux guerriers amérindiens un avantage psychologique au combat. Le design de ce gourdin pourrait également être purement fortuit, les tribus développant indépendamment une arme combinant utilité et art. Fabriqués à partir de bois dur comme l'érable ou le chêne, ces gourdins pesaient entre 2 et 3 livres, délivrant des frappes puissantes. Souvent, la tête du gourdin était équipée d'une courte lance ou de lame, ajoutant à son efficacité létale. Le design du gourdin a évolué au fil du temps, certains présentant des composants métalliques comme des lames en fer, reflétant l'influence des biens commerciaux européens. Le gourdin en bois de fusil n'était pas seulement fonctionnel, mais aussi une démonstration d'artisanat artistique. Beaucoup étaient décorés de motifs élaborés et de sculptures symboliques, mettant en valeur le statut du propriétaire. Numéro 2. Le tomahawk, l'arme polyvalente des Premières Nations. Le tomahawk, une hache à une main, occupe une place importante dans les cultures autochtones d'Amérique du Nord. Son nom dérive du mot Powhatan tomahawk, qui remonte à la racine proto-algonquienne tima, signifiant couper avec un outil. Cette arme ancienne a évolué au fil du temps, différentes tribus à travers le continent fabriquant leurs versions. Les premiers des tomahawks étaient faits de pierre et fixés à des manches en bois avec des bandes de cuir brut. Les artisans autochtones utilisaient des techniques précises comme le taillage et le piquetage pour créer des bords tranchants en pierre, résultant en une arme à la fois efficace et durable. Le design du tomahawk en faisait un outil polyvalent, utile tant pour les tâches quotidiennes que pour le combat. De nombreuses des tribus, en particulier celles du sud et des Grandes Plaines, ont rapidement adopté cette arme. Certaines tribus ont même innové en ajoutant un pôle opposé à la lame, créant le tomahawk à pipe. Ces variations comportaient un manche évidé permettant à l'utilisateur de fumer du tabac, faisant du tomahawk à la fois une arme et un outil cérémoniel. L'ajout d'un bol à pipe dans le manche est devenu une caractéristique essentielle dans les échanges commerciaux et les cadeaux diplomatiques, alors que les commerçants européens et américains commençaient à produire ces tomahawks à pipe en masse. Ces tomahawks n'étaient pas seulement des armes, mais souvent des œuvres d'art.
Certains présentaient même pas des têtes en pierre finement sculptées, tandis que d'autres incluaient des matériaux comme des cornes de cerf ou des os. Le manche mesurait généralement moins de 2 pieds de long et était fabriqué à partir de bois robustes comme le hickory ou le frêne. Le tranchant, mesurant entre 3 et 4 pouces, était idéal pour couper du bois, dépecer des animaux ou engager des combats rapprochés. Fabriquer un tomahawk en pierre était un processus laborieux. D'abord, néanmoins, les artisans devaient sélectionner le bon type de pierre, puis la façonner avec des pierres plus dures ou des outils en corne. La tête était ensuite attachée au manche à l'aide de cuir brut ou de fibres végétales. Le tomahawk résultant était un outil pratique pour la survie et une arme redoutable pour le combat. Numéro 1. Gourdin en os, arme de pouvoir et d'artisanat. Les gourdins en os étaient donc des armes puissantes, autrefois utilisées par diverses tribus amérindiennes, en particulier celles le long de la côte nord-ouest. Ces gourdins étaient fabriqués à partir des mandibules de grands animaux tels que les élans, les bisons et les chevaux. Certaines tribus utilisaient également des mâchoires d'animaux marins comme les baleines et les lions de mer. Les mandibules étaient souvent améliorées avec des poignées en cuir pour offrir une meilleure prise. Les os étaient soigneusement nettoyés, façonnés et polis, les dents étant souvent laissées intactes pour former un bord dentelé. Cette courbure naturelle rendait le gourdin idéal pour des frappes puissantes et amples au corps à corps. Bien que les origines du gourdin en os soient la primitive, il est devenu une arme très efficace. L'os dense et lourd offrait une grande puissance de frappe, tandis que la courbure naturelle permettait des mouvements rapides et fluides. Certains gourdins étaient ornés de peintures ou de sculptures complexes ayant une signification tribale, transformant chaque arme en une pièce d'art unique. Les designs reflétaient souvent l'affiliation tribale du propriétaire, ses réalisations ou des symboles personnels, ce qui élevait la valeur de l'arme au-delà de sa fonctionnalité. Ces gourdins étaient utilisés par des tribus comme les Haïda, les Tlingit et les Kwakwaka'wakw, qui les valorisaient des temps pour leur efficacité au combat que pour leur importance cérémonielle. En plus de leur utilisation au combat long, les gourdins en os jouaient également un rôle dans les cérémonies culturelles. Ils étaient parfois présentés lors de performances de danse ou lors de cérémonies de potlatch, où ils symbolisaient soit la richesse, le pouvoir et le statut social. Certains gourdins en os étaient même incrustés de matériaux comme des coquillages d'abalone, ajoutant une couche de luxe et de prestige. La combinaison de leur puissance destructrice et de leur design complexe faisait de ces gourdins non seulement des armes efficaces, mais aussi des artefacts culturels vénérés. Leur utilisation dans les rituels et les cérémonies mettait en valeur la connexion spirituelle entre ces armes et les tribus qui les fabriquaient. Que pensez-vous de ces armes ingénieuses ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.